Le 11 janvier 1944, 58 membres du nouveau parti de l'indépendance, l'Istiklal, présentent au sultan et au nouveau résident général Gabriel Puot un manifeste dans lequel ils réclament ouvertement l'indépendance du Maroc sous l'égide de Sa Majesté Si Mohamed Ben Youssef. Le soutien du sultan au manifeste se traduit par une épreuve de force entre le palais, la résidence et les mouvements nationalistes. Si Mohamed Ben Youssef refusant d'abdiquer, il sera destitué le 20 août 1953. S'ensuivront alors de violents combats contre le protectorat français. التحالف الوطني مع القصر كان خلق واحد نضال واسع، خلق واحد توجهات واسعة داخل أكبر ما يمكن من الشعب المغربي اللي الاستعمار واجه فيه الحركة الوطنية بالقمع، ومهيئ كذلك لعزل الملك محمد الخامس في 20 غشت 1953. هذه كلها شروط اللي خلقت ردة الفعل وخلقت كذلك الكفاح المسلح في أهم المدن المغربية لمواجهة الاستعمار والتحليل. وهذه الفترة هذه ومن بعد انتقلت إلى جيش التحرير في الشمال، هذه عجلوا بحل مشكل المغربي اللي تتلخص آنذاك قضيتين: قضية عودة الملك إلى عرشه وقضية استقلال سياسي للمغرب. À Paris, la France et le Maroc ont ouvert une nouvelle page de leur histoire. M. Christian Pineau, au nom de la France, et Sibécaï, au nom de l'Empire chérifien, ont apposé leur signature sur la déclaration commune qui constate la fin du traité de Fès et confirme solennellement la reconnaissance de l'indépendance marocaine. Cet accord, toutefois, sera soumis à la ratification de l'Assemblée nationale. هذا الاستقلال على كل كان استقلال نقص بالنسبة لواحد العدد ديال المقاومين، واحد العدد ديال المناضلين، لأن همش أجزاء مهمة من الوطن المغربي ما دخلوش في مفاوضات ما تحقق استقلالها. Dès son retour d'exil, le sultan Mohamed V entreprendra l'unification du Maroc. Accueilli par des populations en liesse, ici à Mahamid al-Rizlan, le sultan prononcera un discours historique sur la récupération du Sahara. Après l'indépendance, il y avait le démantèlement de l'armée de libération au nord. Mais il y avait une décision avec Mohamed V qu'une unité de cette armée se dirige vers le Sahara pour continuer la lutte. احنا الوقيته اللي تعطانا الامر من عند محمد الخامس وهودنا للصحراء وفتحنا المراكز ديال التدريب اولا وبدينا تندربوا ابناء الصحراويين وبداو الصحراويين نكبوا علينا بالجمال ديالهم بولادهم. L'Espagne avait déjà cédé sur le nord du Sahara au moment où, lendemain de l'indépendance, sous le gouvernement Abdallah Ibrahim, en 1958, il voulait même quitter le Sahara occidental et rétrocéder le territoire au Maroc. C'est le Maroc qui n'était pas pressé, peut-être à tort, et le Maroc n'était pas pressé de récupérer le territoire parce qu'il y avait encore l'armée de libération dans le sud et les Français voulaient maintenir une présence espagnole parce que le territoire risquait d'être utilisé pour aider le FLN. L'objectif principal, c'est de démanteler les structures d'une armée qui a commencé à menacer sérieusement la présence militaire espagnole au Sahara et aussi menacer les intérêts
français au Mauritanie. Il y avait une coopération franco-espagnole directe sur le plan des états-majors des deux armées. بعد أحداث جيش التحرير وهجوم كوفيون المشترك بين القوة الإسبانية والفرنسية على جيش التحرير، توصل المغرب وإسبانيا إلى اتفاق على تقسيم جديد للصحراء وقع أبريل 1958. تخلت إسبانيا بموجبه عن طنطان وطرفاية، ورسمت حدود اسمها حدود طاح، لم تكن حدود تاريخية في الصحراء قبل ذلك التاريخ. هذه الحدود ما وقع جنوبها من الصحراء الذي بقى تحت السلطة الإسبانية والذي سمته إسبانيا صحراء اوكسيدنتالي اسبانيولا. عند استقلال الطرفاية الصحراويين جميعا انطلقوا من هذه المنطقة إلى جنوب المغرب، طرفاية وطنطان ووادنون، ورفضوا المقام في أرض النصارى، لكن لم يعاملوا بمعاملة تليق بهم. طلبوا من إخوانهم الباقين تحت النفوذ الإسباني أن يأخذوا لهم الإذن ليعودوا إلى المنطقة، فرحبت بهم إسبانيا وفتحت ذراعيها، واتخذت هذا النفور. لما شافت هذا النفور التي نفر الصحراويون من المغرب أخذت استقلت هذا وقالت أنتم ما أنكم مغاربة ولا أنكم جزائريين ولا أنكم موريتانيين، أنتم ينقالكم الشعب الصحراوي. جاءت فكرة القومية من هذه الفكرة، ما جاءت ما هو من عام 61 ولا 62، يعني جاءت فكرة الشعب الصحراوي. La chose la plus importante à l'époque, c'est que l'Espagne ne voulait pas garder le Sahara. Tout a changé lorsqu'ils ont découvert le phosphate. Donc les Espagnols ont investi et ils voulaient garder le territoire qui devenait un territoire intéressant. Il n'y avait pas beaucoup de population. Le recensement qu'ils avaient fait ou qu'ils vont faire en 1975 n'a pas donné plus de 70 000 votants. 66 وقع ما نسميه نحن محليا بعام الثانية. الثانية هو السيناتور، هي التوقيع، لأن إسبانيا طلبت من الساكنة أن يوقعون لها على أنهم يريدون بقائها معهم. Très vite, la large campagne de sensibilisation de l'Espagne visant à amener les populations à adhérer à son projet d'autonomie élargie sous domination espagnole rencontre des résistances. Mohamed Sidi Brahim Bassir, élevé au sein de la confrérie religieuse de Bni Hayat, située dans la province d'Azilal, organisera l'éveil des consciences. C'est lui qui conduira les populations au premier soulèvement à Laayoune, le 17 juin 1970. وسيدي محمد بصير هو ابن سيدي إبراهيم البصير، هو عمنا شقيق الوالد، هو أصغر أبناء سيدي إبراهيم البصير. ولد سنة 1942 ودرس في الزاوية أولا هنا في بني عياض، وولد هنا في بني عياض في قلب جبال الأطلس، ودرس في الزاوية، حفظ القرآن الكريم. بعد ذلك ذهب إلى مراكش إلى بن يوسف وانتسب إلى الجامعة العتيدة هناك، تخرج منها إلى أن حصل على شهادة البكالوريا. دخل السمارة في ذلك الوقت أواخر 67، قصد المساجد وبدأ يعلم الناس في المساجد، يحارب الأمية. كان يستغل هذه الدروس يعني لإذكاء الحماس في الصحراويين. هنا فكر بالضبط
أن يؤسس حركة سرية. الحركة هي منظمة الطلائع لتحرير الصحراء، الساقية الحمراء ووادي الذهب. هذه الحركة هي انشات بعد أحداث متسلسلة كانت قبلها، وجاء الزعيم محمد بصيري بن الحاسد إبراهيم وصار يتصل بالناس الكارهة للاستعمار. كان العدو هي مؤتمر دولي لإظهار ولاء السكان للاستعمار الإسباني. كان العدو قرر أن يوم 17 يونيو هو يوم المؤتمر، فنحن قررنا أن ذلك هو يوم التظاهر. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que ya en vísperas del 17 de junio del 70 ya tuvimos información de que se iba a celebrar otra concentración paralela, una concentración paralela a la manifestación, otra concentración que así se realizó después, en la entrada de lo que era la capital del Ayun, es decir, los alrededores del Ayun, en una zona que se llamaba Jatarrambla o Simbla, también se denomina la zona aquella, y en aquellas explanadas pues se empezaron a instalar, vinieron los camiones con la gente que venían del interior, todos creíamos en principio que era objeto de participar en la gran manifestación española, abajo en el centro de la ciudad, y se fueron estacionando en las afueras del Ayun. Ahí establecieron un campamento, un gran campamento de jaimas. وفي الأخير هجمت علينا إسبانيا بالرصاص الحي وقتلوا شهيدان وجرح 20 وتم سجن أكثر من 700 في ذلك المساء. Pues entonces se procedió a localizar la situación de Basiri en Ayun, que no había estado en la manifestación, naturalmente por lo habían mantenido escondido en una de las casas que he dicho antes, las casas de piedra famosas llamadas, en las afueras de Ayun, y acompañaron a una patrulla de policía por la noche y dijeron: aquí está, en esa casa, y lo llevó a la casa donde estaba escondido, fue detenido Basiri y llevado a las dependencias de la policía territorial. Allí fue detenido y de momento encarcelado en las dependencias de la policía territorial. أخذوه وكان معنا في السجن وأنا آخر من راه بعيني. اختفى في الوقت الذي كانت تحكم فيه الصحراء، ألا وهي إسبانيا التي قام بالانتفاضة ضدها، ضد الوحدة. وتعلمون سيدي أن بصيري صوفي ابن شيخ من أكمل مشايخ المغرب، وبيتهم لا زال عامرا بالروح الصوفية الأصيلة المتأصلة في جمع الشمل. Au Maroc, le soufisme fait partie intégrante de l'identité marocaine. Il se décline depuis des siècles par l'encadrement de la spiritualité et de l'éducation, par des confréries religieuses appelées zawiya. Ces confréries religieuses jouent un rôle fondamental dans la préservation de l'unité rituelle malékite. جميع الحركات الصوفية التي ظهرت في المغرب إلا لها فروع في الصحراء، بالعكس بل تطورت في الصحراء وأثمرت طرقا تربوية مهمة استفاد منها سكان الشمال. Le 17 juin de chaque année est l'occasion pour la Zawiya Bassiria de rassembler les fidèles autour d'une commémoration à la mémoire du cheikh Mohamed Bassiri. Octobre 1963. Un conflit armé éclate entre le Maroc et l'Algérie indépendante sur le tracé des frontières héritées de l'ère coloniale. L'opposition marocaine, menée par Ben Barka, se range aux côtés d'Alger. Au moment où le monde se divise en deux blocs, l'Algérie socialiste canalise tous les espoirs pour les mouvements de libération et de lutte contre l'impérialisme en Afrique. La solidarité des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine s'organise dans le cadre de la tricontinentale autour des personnalités des révolutionnaires marxistes Fidel Castro et Che Guevara. Le Moréob, mouvement révolutionnaire des hommes bleus, élit domicile à Alger et en obtient le plein soutien. Libérer le Sahara du joug colonial espagnol
et lutter pour son rattachement à la mère patrie, le Maroc. À partir d'Alger, on avait des rencontres très faciles avec les mouvements révolutionnaires de tout pays qui avaient élu domicile à Alger à cette époque-là. Et à partir de Tintouf, on pouvait attaquer les positions des légionnaires espagnols implantés sur le territoire du Sahara occidental. J'ai constaté que Boumedienne et son gouvernement étaient décidés à combattre cette intégration, mieux encore à créer un État indépendant dans cette région. Et à partir de Bruxelles, j'ai commencé à créer les premiers comités de soutien pour la lutte des Sahraouis contre le franquisme. Et là, évidemment, j'ai eu des relations à la fois avec les Basques, l'État, avec le Grapou, avec l'IRA, avec les Brigades Rouges italiennes, et avec tous ces mouvements révolutionnaires avec lesquels je ne partageais pas toutes leurs idées, mais avec lesquels j'avais certains accords. Le 1er septembre 1969, un jeune officier des forces armées libyennes renverse le régime monarchique de la dynastie Snoussi. Arrivé au pouvoir à l'âge de 27 ans, Mouammar Kadhafi marquera la question du Sahara. Kadhafi apportera un soutien indéfectible au mouvement de libération en lutte contre la colonisation et au mouvement révolutionnaire contre l'impérialisme. Kadhafi fera de la lutte contre le système monarchique son cheval de bataille. La personne de Hassan II est visée. La monarchie marocaine est secouée par 2 putschs militaires en 1971 et 1972. Hassan II sortira miraculeusement indemne du complot organisé lors d'une réception au palais de Skirat ainsi que de l'attentat perpétré contre son Boeing. Kadhafi applaudit ouvertement les putschistes et propose son aide pour venir à bout de la monarchie. C'était au moment de ma tournée dans le sud. Je me trouvais à Agadir et Oufken me dit « Tiens, il y a le président Kadhafi qui va se rendre à Nouakchott. Si seulement je pouvais savoir son plan de vol, qu'est-ce que vous penseriez si on lui envoyait un F-5, lui rentrer dedans en plein désert et revenir ?» Je lui dis « Oufken, je t'interdis formellement cette histoire. » المشكلة بدأت منذ الوهلة الأولى لاستلام العقيد معمر القذافي السلطة، أي سبتمبر 69. في ذلك الوقت هم كانوا هذه مجموعة الضباط الأحرار أو الضباط الوحدويين الأحرار كما يسمى، ينظرون إلى كل الأنظمة الملكية نظرة سلبية جدا. انقلاب الصخيرات 70، ثم بعد حادثة الطائرة في 71، والتي أعلن فيها العقيد معمر القذافي مساندته للانقلابيين في 70، ثم أعلن أيضا مساندته بل أراد أن يرسل طائرات في عام 71 بالنسبة لحادثة طائرة القنيطرة. أصبحت هناك خلاف كبير جدا بين الجانبين. La Libye cherchait à déstabiliser la monarchie et l'aider les révolutionnaires marocains à prendre le pouvoir. L'homme le plus important de ce secteur de la gauche, c'était le Frère Bsri. Et le Frère Bsri recevait beaucoup d'aide. Il y avait même une radio qui était mise à la disposition de Frère Bsri, qui était une radio révolutionnaire qui émettait à partir de Tripoli. C'est principalement dans les écoles de Rabat et à l'université Mohamed V que de nombreux enfants et étudiants originaires du Sahara poursuivront leur scolarité et leurs études. La plupart d'entre eux sont également les enfants de membres de l'armée de libération du Sud. Ils seront très vite
les leaders de la contestation au départ des universités qui deviendront un des principaux lieux de lutte contre la colonisation. هادو بانت لهم فكرة في السبعينات وأن بارتباطهم بعائلتهم بالمنطقة، ارتباطهم بالوضع في المنطقة، كان عندهم روح تحريرية لاسترجاع الوحدة الترابية في هذه المنطقة. قيادة جيش التحرير معنا ساهمت في قراءتهم وكذلك نقلهم إلى الشمال، تلقوا دراستهم الابتدائية والعليا واندمجوا في الحركة السياسية، وبالخصوص إما في النقابة ديال الاتحاد الوطني للطلبة كطلبة مغاربة، وكذلك فيهم الناس اللي انخرطوا حتى في الحياة السياسية بعض الأحزاب السياسية. Pendant notre marche de jeunes, vécu ce que tous les jeunes Marocains ont vécu à l'époque, c'est la révolte et le rejet de tout. Alors nous avons approché le système ici à Rabat pour mobiliser les forces politiques en vue du départ de l'Espagne et du retour du Sahara au Maroc. Nous avons eu des réunions avec l'intérieur. Nous avons donné un mémorandum à Basri. C'est moi-même qui l'avais rédigé avec une jeune Française qui s'appelait Nicole, qui était enseignante à Kenitra. Nous avons contacté Al-Fassi, Allah yarhamou. Nous avons contacté Bouabid. Nous avons contacté M. Yazri chez lui à la maison. Nous avons contacté l'UMT, Mahloub al-Sadiq. Mais on ne nous a pas écoutés, nous étions très jeunes, entre 18 et 20 ans. Et nous avons continué, il y avait beaucoup de manifestations, notamment à Tantan. Et nous nous sommes rendus compte que notre message ne cadrait pas avec la conjoncture politique de l'époque. Juin 1972, la petite ville paisible de Tantan accueille son Moussem, un festival annuel. Une trentaine de jeunes Sahraouis, la plupart étudiants venus de Rabat, manifesteront contre l'occupation espagnole. Ils seront durement réprimés par les autorités locales. Arrêtés et privés de liberté dans des conditions qu'ils ne comprendront pas, ces enfants de notables ou d'anciens membres de l'armée de libération du Sud radicaliseront leur mouvement. J'étais parmi ceux qui ont confectionné les premières banderoles. La première banderole comportait Ma'al Hassan, Nuharriru al-Watan, écrite par Louali en personne. Et je suis allé à Tarfaya, ça m'a pris des jours parce que la route n'était pas encore goudronnée. Et j'étais dans un véhicule de la province. Mon objectif était de mettre des tracts à la frontière contre la colonisation espagnole et en solidarité avec nos populations qui ont été réprimées et emprisonnées. En revenant à Tantan, j'ai trouvé que El Wali et d'autres ont été arrêtés par le Qaïd de Tantan. Et donc, le soir même, on a organisé la première manifestation demandant leur libération. Et ce mouvement de Tantan a été complètement écrasé par l'administration. On a compris qu'il faut aller en dehors et c'est pour cela qu'on a fait des contacts avec des autres Sahraouis de différentes villes. Et je suis allé moi-même contacter certains étudiants à Lyon, dont Khalil Rachid, qui était à l'époque à Madrid, chez lui à la maison. Je suis revenu, mais à l'époque, on nous donnait une autorisation de 5 jours, à 10 jours pour rentrer et sortir. L'accès à Lyon était complètement interdit par les Espagnols. Et on n'avait pas le temps de contacter les gens, et on n'avait pas les moyens aussi de les contacter en Espagne. Et on a pensé à créer une organisation qui puisse faire face à l'Espagne comme régime franquiste. On s'est réunis au nord de la Mauritanie. On a fait les statuts, la création de ce mouvement. C'était évidemment le Polisario, Front pour la libération de Saguel Hamra et Rio Duro.
il ne s'agissait nullement du Sahara. Parce que le mot Sahara pour nous était vague, était un mot colonial. Et puis il y avait un Sahara partout au Maroc, un Sahara en Algérie, il y a un Sahara en Mauritanie, il y a des Saharas partout. Et le Polisario s'appelle pour la libération de Saga el-Hamra et Rio d'Or, ça F Polisario. Et c'est moi qui ai transcrit exactement ces mots-là en espagnol. À l'époque-là, on n'a pas l'idée de la création d'un État. J'étais clandestin en Mauritanie, j'organisais tous les médias, les communiqués du Polisario. C'est moi-même qui ai remis le premier communiqué au fils de Mitterrand, qui était représentant de l'AFP à Nouakchott. Le Front Polisario portera à sa tête un jeune leader, El Wali Mustafa Sayed. Fils de résistant, le leader sahraoui grandit à Tantan. Il effectue de brillantes études de médecine à Rabat. C'est à l'université que sa conscience politique se forme. Héritier de l'armée de libération du Sud, il entend avec ses compagnons achever ce qui n'a pas été permis à leurs aînés. C'est lui qui, en juin 1972, organise à Tantan la manifestation contre l'occupation espagnole du Sahara. تكونت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي، وانخرط فيها الصحراويون جميعا مؤيدين، وأصبحت هذه العيون نساء ورجال خلايا تتصل بعضها ببعض، جميع الخلايا لمناقشة الأمور، وتكونت حتى 74 سنة أصبح الانطلاق، أصبح الشباب ينطلق إلى الجبهة الخارجية اللي فيها، انطلقوا خارجا وحملوا السلاح وأصبحوا حقيقة يكافحون الاستعمار الإسباني. التحقت مبكر بتنظيم ما يسمى بالبوليساريو تقريبا في نهاية 1973 بناء على لقاء تم مع مجموعة كانت آنذاك تقريبا هي الطليعة اللي انطلقت من الأقاليم الجنوبية. En 1974, j'ai rejoint le mouvement. Et je l'ai rejoint dans le sud de l'Algérie. Avec le peu de moyens que nous avions, notre objectif était voué à l'échec si on n'avait pas des soutiens, je dirais un soutien matériel. C'est le Faqih El-Bsri qui a présenté le Wali aux Libyens. Je peux même nommer la personne qui a été chargée de traiter avec eux. C'est Abdel Mounaïm Louni, l'un des compagnons de Kadhafi au moment de la prise de pouvoir, un ancien officier libre qui est dans l'opposition maintenant, était le patron à l'époque des services de renseignement. Quelle est la position de la Libye dans l'affaire du Sahara occidental? موقف الجمهورية العربية الليبية واضح من عام 1972 عندما أعلنا. La position de la Libye a toujours été très claire. À la création du Front de libération du Sahara, nous l'avons aidé militairement et financièrement. Ainsi, l'Espagne s'est trouvée acculée à quitter le territoire. La République arabe de Libye a été extrêmement inquiète devant l'exode des populations et l'intervention des troupes étrangères. Nous regrettons que ces troupes étrangères n'avaient pas participé, elles, à la libération du Rio de Oro. Et la population qui a obtenu cette libération se trouve maintenant déplacée et chassée. Devant cet état de choses, nous ne pouvons pas donner d'amples explications, étant donné que la question est d'une complexité extrême. كانت هناك علاقة بين الوالي مصطفى السيد والنظام في ليبيا. العقيد معمر القذافي استقبل هؤلاء الشباب، أراد أن يتبناهم من أجل يعني خلق مشكلة للحسن الثاني. ليس القضية قضية صحراء أو إيمان بها أو كذا ولا شيء. العقيد معمر القذافي سألته مرة قلت له كيف يستقيم أنك أنت من دعاة الوحدة العربية وفي الوقت نفسه تساند جبهة أو تنظيم، هذا التنظيم يدعو إلى حق تقرير المصير في إقليم صغير وبالتالي احتمال قيام دولة. فهذا النوع من الأسئلة كان لا يحبه. طبعا أتذكر أنه أجابني إجابة
غامضة، قال لي والبوليساريو والمغرب يتحدوا، كله يتحدوا، ما الذي يمنع ذلك؟ طبعا هذا كلام لم يكن منطقيا في وقتها. Du côté de l'extrême gauche, il y avait un mouvement qui s'appelait Il al-Amam, animé en particulier par Abraham Sarfati, et il pensait qu'à partir du Sahara, il y avait un foyer révolutionnaire qui pouvait se développer. Et je me rappelle, il y avait des fameux textes d'Il al-Amam à l'époque où on parlait du mouvement de soutenir le mouvement de libération pour la libération des masses sahraouies et non pas du peuple sahraoui. Parce qu'on ne reconnaissait pas l'identité essentiellement d'un peuple là-bas. On dirait que pour nous c'était un mouvement marocain avec une autre appellation qui va porter les armes contre Hassan II et pourquoi pas le soutenir et il constituera une base arrière pour notre lutte contre le régime marocain. C'est clair, c'est net, le but c'était de descendre Hassan II. في شهر 9 74 فكرت إسبانيا أنها تعطي استقلال داخلي للصحراوية واتصلت بخليهن ولد الرشيد. فكرنا فأن لا بد لنا أن نتصل بإخواننا في الجبهة الشعبية تحرير الساقية الحمراء ولذا وننسق فيما بيننا ونطرح عليهم الفكرة. فذهب إليهم خليهن ولد الرشيد هو وعبد الرحمن ولد الليبك ولكن لم يوافقوا. لما رفضوا فكروا الحكام في إنشاء حزب وقالوا لهم ستكونوا حزب ليكون ضد الجبهة. Imaginez Franco acceptant de faire un référendum de détermination au Sahara et créant un parti politique qui s'appelle le POUNS, le Parti national de l'unité de l'Union sahraoui. En plus d'une assemblée représentant les chefferies locales élus. Alors qu'en Espagne, il n'y a pas de multipartisme. En principe, un projet d'autonomie d'une république saharienne édifiée à base de notables. Ça nous a paru un peu surprenant parce que c'était pas tout à fait logique. On attendait une remise automatique du Sahara occidental au Maroc puisqu'il avait été déclaré sous protectorat espagnol en même temps que la zone nord. Ça avait été une répartition entre la France et l'Espagne. Donc ça nous a paru assez curieux. Et ce parti politique, il était envoyé pour dialoguer avec le Polisario en Mauritanie, pour ne pas dévoiler la connivence algérienne. Mais en fait, l'Algérie est derrière tout ça. فرنسا لم تتخلى خصوصا في منطقتنا هذه منطقة شمال إفريقيا ومنطقة إفريقيا لم تتخلى بعد عن استراتيجية المصالح. فقد وجدنا الحكومة الفرنسية تتحمس وتعمل بجد وتقوم بالضغوط ضد الحكومة الإسبانية في ذلك الوقت لكي تسلم الصحراء الغربية لحلفائها ولعملائها. On sentait la connivence entre l'Algérie et l'Espagne. J'ai été donc invité à une réunion du comité exécutif composé de 7, mais cette fois-ci en territoire algérien. J'ai fini par être le négociateur à la Villa Nasr, à côté du musée Bardou, dans la principale avenue d'Alger, avec le directeur des affaires africaines du ministère des Affaires étrangères, de qui? De l'Espagne. Je négocie avec l'Espagne, sous la protection des Algériens. Et les Algériens poussaient pour qu'on accepte quoi? Un compromis, lequel on libère les officiers espagnols, on accepte l'Assemblée des Chiours, le POUNS, le nouveau parti, et le Polisario comme troisième force politique. Et tout ça pour préparer l'indépendance du Sahara sous la banderole espagnole. On ne comprenait pas, mais on était presque forcé pour l'admettre. Alors, donc j'ai compris qu'il y a un axe entre Madrid et Alger qui met en valeur le parti politique, une assemblée proche des Espagnols, le Polisario proche de l'Algérie, et qui se mettent d'accord. Ils se sont même réunis sur le terrain
pour déclarer qu'on va faire l'unité nationale contre qui? Contre le Maroc, ce n'est plus contre l'Espagne. On était allé avec le prince Moulay Abdallah, le frère du roi. Je peux témoigner et je peux assurer que nous avons reçu de la part des Algériens non seulement un accord, mais un appui total pour récupérer le Sahara et pour aider le Maroc à récupérer le Sahara. La question de la décolonisation du Sahara est portée à l'ONU par le Maroc. La Cour internationale de justice rendra son avis le 16 octobre 1975. Le 6 novembre, la marche verte est lancée. 350 000 civils marchent pour la libération du Sahara. Le 14 novembre 1975, le Maroc, l'Espagne et la Mauritanie signent les accords de Madrid. L'Espagne accepte de se retirer des territoires sahariens. Irritée au plus haut point, l'Algérie combat ouvertement ces accords et expulse manu militari 350 000 Marocains. L'Algérie donne désormais une nouvelle orientation à l'idéologie du Polisario. لكن ما كان يعتقده الفرنسيون أو الحكومة الفرنسية بأن أزمة الصحراء الغربية افتعلت من طرف الجزائر وافتعلتها أنا شخصيا. هذه الدعايات التي روج لها المغرب وروجت لها فرنسا اليمينية. لا أجيب عن هذا السؤال لأن الإجابات كانت واضحة. Le Polisario entre en guerre contre le Maroc. Ces enfants du désert découvrent le maniement des armes. Ils sont entraînés, armés et financés par l'Algérie. Une déclaration de naissance d'une république est faite en Algérie. بسم الله وبعون من الله وتجسيدا لإرادة الشعب العربي ووفاء لشهدائنا الأبرار وتتويجا لتضحيات شعبنا سيرتفع اليوم على أرض الساقية الحمراء ووادي الذهب علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. La Libye est entrée en jeu. C'est elle qui a proposé la création de la RAST, République arabe sahraoui. On ne s'est jamais d'accord sur République arabe sahraoui, parce que le Sahara est vaste, on ne voulait pas l'appeler Sahara, et arabe non plus. Mais c'est la Libye qui a forcé la main à l'Algérie. Les premières armes sont venues de Libye. La Libye nous a fait transiter des armes par leur ambassade à Nouakchott et de l'argent pour le Wali. Les autres militants ne voient pas ce que faisait le Wali avec l'argent et autres avec Kadhafi. Les Algériens se sont rendus compte qu'ils allaient devenir importants et qu'ils allaient utiliser leur propre territoire et que Kadhafi avait une importance sur eux. Ils ont préféré se substituer à Kadhafi, ils préféraient que ce soit eux qui les prennent en charge, plutôt que de les laisser entre les mains de Kadhafi. C'est ça le calcul qu'ont fait les Algériens. Il y a aussi un autre élément qui a compté, ça m'a beaucoup frappé. Les Algériens étaient admiratifs. Ils admiraient leur courage. Ils trouvaient que Boumedienne était impressionné par le groupe des premiers combattants du Polisario. J'étais parmi les 6 personnes qui s'étaient récées par Boumedienne à Tipaza en 1974. Bon, il a dit, nous devons aider
nous appuyons les peuples opprimés. Alors ça a été la première rencontre. سياسة بلادنا واضحة. لسنا ضد المغرب أبدا، لكن احنا ساعدنا ونساعد الشعب الصحراوي. قيل أن الجزائر تساعد، نعم أنا نساعد، وأن الجزائر هي اللي خلقت المشكلة. موقفنا واضح كذلك، ما خبيناش، واعترفنا بالحكومة المؤقتة تاع الشعب الصحراوي، ما خبيناش، هذا معروف. Des incursions armées des forces du Polisario et de l'Algérie visant à déstabiliser politiquement la Mauritanie et à affaiblir son économie se multiplient. Les assaillants s'en prendront directement aux poumons économiques de la Mauritanie, en s'attaquant notamment aux mines et aux trains minéraliers. La première offensive du commando de juin 1976 compte dans ses rangs Mustapha Sayed El Wali, le leader du Polisario. Il y perdra la vie, une mort restée mystérieuse. Ces Algériens qui seraient directement impliqués dans le conflit, nous les avons retrouvés, en pouvant, quelque part en Mauritanie, interviewer pour la première fois les prisonniers de guerre capturés lors des attaques de Nouakchott, les compagnons d'Al-Wali. Quelle est votre nationalité? Algérien. Et vous êtes membre de l'armée algérienne? L'armée, oui. Et vous avez été fait prisonnier alors que vous vous battiez avec le Polisario? Oui. Quelles ont été les conditions dans lesquelles vous avez été fait prisonnier? On était dans un accrochage à bâti et depuis ça a pris les militaires mauritaniens, les armes mauritaniennes. Et il y a combien de temps que vous avez été fait prisonnier? Depuis le mois 10, 76. Octobre 76. Oui. Vous êtes aussi algérien? Oui. Vous avez été fait prisonnier lors de l'attaque de Nouakchott où vous étiez avec le groupe Al-Wali? Oui, oui. Comment est-ce que ça s'est passé? On était à peu près 150 km d'ici. Il y avait l'armée mauritanienne qui nous a... Encerclés? Oui. Et ils nous ont capturés, ils nous ont pris ici. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts dans votre groupe? Il y avait à peu près 2 morts. Nous sommes victimes d'une agression caractérisée de la part de l'Algérie, qui, au lieu de nous agresser par ses forces armées régulières, nous agresse par l'intermédiaire de mercenaires. Une fois qu'ils opèrent dans notre pays, reviennent dans leurs repères en Algérie. L'Algérie, n'ayant pas d'arguments valables politiquement pour entrer en guerre contre le Maroc, n'avait plus d'autres armes, d'autres cartes que celles des Sahraouis. Elle a mis le paquet. Le Polisario parvient à affaiblir et faire plier la Mauritanie au terme de longs combats. Il y a eu un coup d'État en Mauritanie. La Mauritanie a quitté le Sahara et la France avait proposé au Polisario, à travers Houphouët-Boigny, de lui remettre le territoire qui était sous administration mauritanienne, mais l'Algérie a refusé. Étonnant. Moi-même, j'étais au Sheraton à Paris, sur invitation de Houphouët-Boigny, que je n'ai jamais reçu, qui ne m'a jamais reçu. Parce qu'entre-temps, les Algériens sont intervenus, et c'est 3 jours après, c'est Bouteflika qui est reçu par Giscard. Donc le Polisario a été écarté. Une situation politique s'est créée dans la région qui nous a donné le sentiment que la neutralité de la France n'était pas une neutralité active en faveur de la paix et que peut-être pour être moins prudent, qu'elle était même active dans l'autre sens. Vous venez de proposer une rencontre au sommet avec l'Algérie. C'est un geste de bonne volonté? Vous pensez qu'il va être suivi des faits? Vous savez, quand on a un très bon dossier, on ne se sauve jamais d'une rencontre ou d'un arbitre ou d'un arbitrage. Alors, voilà. L'Algérie réagit tout de même sévèrement à votre visite en France. Ils disent que vous êtes venu chercher à la fois des conseils et des armes pour poursuivre la lutte. Qu'est-ce que vous en pensez?
Eh bien, l'homme sage est celui qui vient toujours chercher des conseils d'abord. Les armes, on en trouve partout. Le Polisario se livre à des actes de piraterie maritime contre les bateaux de pêcheurs canariens. Milieu des années 80, l'Espagne réagit avec fermeté à ces actes terroristes. Elle décide de fermer les bureaux du Polisario sur son territoire et le représentant du Polisario à Madrid, Ahmed Boukari, est expulsé vers l'Algérie. Pero en aquella época, del 77 al 87, los combates fueron muy sangrientos por parte del Frente Polisario, que en venganza pues, se trataron de asaltar a todos los barcos que se encontraban pescando por allí. No se metían con los grandes, sino más bien con los pequeños. Y bueno, ahí hubieron muertes, fueron muchas familias de la Gran Canaria que se sintieron bastante mal, murieron muchos padres, murieron hijos. Se me viene a la memoria el mayor de los asesinatos por esa banda terrorista como el Polisario, del Cruz del Mar, donde falleció un niño, por así decirlo, de 11 años. Iba su padre, iba su tío, que era un hermano también del padre, y el niño con 7 años, porque en aquella época en las familias trabajaban desde que se tenía ya un poquito de uso de razón y se podían desenvolver. Tampoco se quedaron con atacar a los barcos pesqueros, que también incluso llegaron a atacar a los barcos de nuestra Marina de Guerra española. Tratar de forma violenta una idea que apuesta por la paz es una forma de hacer terrorismo intelectual, pero es una forma de sustentar, de basar la violencia. La violencia manifiesta, como expresión manifiesta, nace de ideologías violentas. Y en este caso, el Polisario y los españoles hemos sufrido ataques terroristas del Polisario, no lo olvidemos. Han muerto muchos sencillos españoles, trabajadores, pescadores, en ataques terroristas del Polisario. Y esa es una base ideológica que el Polisario no ha renunciado. Au lendemain de la mort de Mustafa Sayed El-Wali, le Polisario, alors orphelin, se cherche un nouveau leader. L'Algérie porte son choix sur Mohamed Abdelaziz, membre fondateur du Front Polisario et fils d'un ancien membre des forces armées royales marocaines. L'Algérie a installé un des siens, tout simplement. Un homme qui était peu connu. C'est à Kasbah Tadla, une paisible bourgade du haut Atlas marocain, que vit le père de Mohamed Abdelaziz, un centenaire, ancien membre de l'armée de libération du Sud et retraité des forces armées royales marocaines. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة أجر عظيمة الحمد لله. جئت في الصحراء بالساقية الحمراء 1912 ومن ذاك العهد وأنا في الصحراء لا نشوف في الصحراء لا رحل عن لا المشية البل والغنم ورحل ولا من البل خلقت الصحاب نشوق ونقصوا موريتان ونقصوا الجزائر ونقصوا الأرض اللي خلقتها الصحاب نشوها ونجوا الأرض المغرب إلى 56 خرجت في جيش التحرير تميت في جيش التحرير إلى عام 60 إلى موت الملك سيدي محمد وها جيش التحرير وترنديت في الجيش الملكي تميت في الجيش الملكي إلى 76 يعني متفرقة فيها اللي راهو في الجزائر وفيها اللي معايا له عامين جاوني مراتي ثنتين جاوني في العيون هذا من شفتهم من الساعة ما قد شفتهم وذكر مالي ما قد شفتهم. هذا الرئيس اللي يقولوا انه محمد عبد العزيز هو ولدي ولا قد شفته من 56 شفته من 76 من 75 كان ذيك الساعة كان يقرأ وكان يقرأ قدير وتفقني مهمانة في الطنطان ومشى لها وليس شفته ما عرفت منين قاس قالوا J'étais comme un ministre de l'Intérieur, j'ai installé les camps du Polisario actuels, j'ai participé à leur installation.
Au Polisario, j'étais ministre des Affaires étrangères pendant 15 ans, ministre de l'Information, etc. Et puis représentant à Alger, qui est super ministère, plus important parce que vu les relations avec l'Algérie. Après ça, j'ai commencé les relations internationales du Polisario. J'ai visité la majorité des pays européens pour expliquer qu'est-ce que c'est que le Polisario et pour établir des relations. J'étais à Genève, et après à Genève, j'étais à Mozambique. Et dès mon retour à Mozambique, ils ont essayé aussi des métiers, c'était avec les armes, c'était 78. Et après, j'ai été obligé de faire les programmes de l'enseignement. Alors toute l'institution de l'enseignement, je l'ai travaillé pratiquement dans des écoles-prisons. J'ai commencé en tant qu'enseignant, commissaire politique d'une petite unité à l'époque. Juste après, on m'a rappelé à Alger pour m'occuper de la radio, de l'information qui commençait à naître à l'époque. Puis j'ai fait aussi des voyages en Europe, surtout en Belgique, en France et en Suisse, des pays francophones. Et en 1978, j'étais au bureau politique du Polisario. J'avais à l'époque 22 ans. Et j'ai rejoint l'armée une fois, mais cette fois-ci à l'état-major, j'étais membre de l'état-major. Et je m'occupais de l'orientation politique, c'est-à-dire j'étais le commissaire politique de l'armée du Polisario, membre de l'état-major de 1978 à 1985. J'étais gouverneur Wali de 2 camps, à Ousserd et Dakhla. Puis j'ai été directeur général du protocole de la présidence du Polisario. C'était le dernier poste que j'ai occupé du Polisario. نهاية 1988 كسفير للبوليزاريو في روم. كان العمل بطبيعة الحال أكثر هو مع البلديات ومع الولايات ومع المجتمع المدني ومع النقابات ومع الأحزاب وبالأخص الأحزاب اليسارية. وفعلا كانت العلاقة بالسفارة، سفارة مثلا الجزائر في روما. ثم كان هناك تنسيق مع الأمن الخارجي الجزائري. آنذاك كان في روم شخص معروف يسمى محفوظ، أظن عن محفوظ هذا اسم حركي، إلا أنه ضابط سامي في المخابرات الجيش الجزائري، وكان على اتصال بنا على الدوام، يجينا في المكتب، في مكتبة البوليزاريو، ونمشوا لعنده، وفعلا كان الدعم المادي وكانت المساندة اللوجستيكية وكان التشاور، هذه أشياء حقيقية. J'étais à Pékin quand j'ai appris que Edem Kodjo préparait quelque chose de mauvais. Il a demandé au Front Polisario et aux Algériens qu'on lui envoie une demande de reconnaissance. J'ai quitté Pékin, Dardar, je suis rentré à Addis Abeba où se tenait un conseil des ministres. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour réunir le tiers bloquant. Les Algériens et le Polisario avaient préparé une grande fête à Addis Abeba pour fêter l'admission, mais ils n'ont jamais fait cette fête. Ils l'ont faite par la suite en 1984, quand le Maroc est sorti de l'OUA, quand il a dit, bon, puisque vous bafouez la charte qui nous unit, eh bien nous, on ne peut pas rester avec vous dans cette écurie. Ce n'était plus une organisation internationale qui se respectait, parce que j'en venais aux mains avec les représentants du Polisario, ou même les Algériens. On se battait aux mains dans les couloirs de l'OUA, parce que c'était injuste. En 1988, avec d'autres éléments de la direction du Polisario, nous avons dit qu'il faut finir avec la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et on a fait une démission collective. Et on a été suivi par des centaines de cadres du Polisario. Il y a eu des émeutes dans les campements. Il y a eu de la répression de la part du Polisario qui a été... Mohamed Abdelaziz a voulu arriver avec nous à un accord, mais les Algériens ont intervenu à la 2e semaine. Il lui a dit, nous te soutenons, il faut que tu mates ton opposition. Mohamed Abdelaziz, il nous a appelés à la compagnie à Alger pour qu'il nous écoute de près. Il y avait Dr Ibrahimi, ministre des Affaires étrangères, Al-Arbi Belkhair, le général qui manipulait Chadli Bejdid, et Msaadia, qui était le chef du FLN.
Et là, Msadia a dit non, on ne laissera pas le Sahara au Maroc. Le Sahara restera un caillou dans les souliers du Maroc. Et là, j'ai dit, je regrette, moi je ne veux pas être un caillou dans le soulier de quelqu'un. J'ai vu une résistance de la part des Algériens à l'idée d'un Polisario à l'intérieur du Maroc. Là, j'ai dit, il y a quelque chose que je ne partage pas. Le conflit conduira des milliers de personnes à fuir les combats. Femmes, enfants et vieillards sont embarqués dans des 4x4 et autres véhicules de fortune encadrés par le Polisario et l'armée algérienne. C'est dans les camps de Tindouf qu'ils sont pour la plupart regroupés, dans une des régions les plus arides du désert algérien. جاونا الكماين وجاو رافديننا وقالوا لنا قوموا يلا قدروا راكم ليه تخلاو راهو المنطقة كردتها موريتان والمغرب وراكم ليه تذبحوا. الناس راهي الرحيل يوميا قالوا المغرب له يخليكم ما هم باخي المغرب ما هو خاليهم كاع قال لا الدعاية التي كانت وكنا نحن نعبي عليها الناس أن المغاربة مفترسون وأنهم سيقتلونكم إذا دخلوا وأنهم ليسوا أصدقاء. انطلقت من مدينة الداخلة إلى مخيمات تندوف 1975. كان ذلك الوقت عمري 5 سنوات. أنا شخصيا من الذين حظيوا بنقل من طرف القوات الجزائرية أو بترحيل من طرف القوات الجزائرية من بلدة أمقالة سنة 1976. أبي انطلق وحده، أخي الأكبر انطلق مع ميليشيات بوليساريو، أمي وأخواتي انطلقنا وحدهن، وأنا وإخوتي الاثنان انطلقنا في شاحنة أخرى. لم نصل المخيمات إلا بعد أسبوع كامل من وصول أخواتي. قبضوا التركة مشاو بيهم ووزعوهم لكل بلاصة، شي قاسوا به ليبيا، شي الجزائر، شي كوبا، وبقيت أنا نخدم خدامة سجن. تركة مشاو 76 دخلونا في ميليسيات، نحن تركة صغار أنا ذاك، ومنين دخلنا في ميليسيات بدا فينا التكوين، بداو يكونونا في الماتيا، يقولوا لنا معرفة الثورة ومعرفة الغزو اللي جاي من موريتان والغزو اللي جاي من المغرب. أنا ورفقت تقريبا 20 بنت جاونا وجندونا ومشينا إلى الجماهيرية ليبية ودخلنا الكلية العسكرية للبنات بطرابلس، جلسنا فيها حوالي 4 سنوات، تخرجنا بالضباط ضباط صف. ما تقد تسول، ما نسول ولا تركه منين، لا تركه انت ليه تجيب، شي نفوتوا عنه 4 عيمان، شي نفوتوا عنه 3 عيمان، شي نفوتوا عنه 12 سنة قاع ما شفتوا. 89 قيمت عني ندور نرجع لأرضي، مشيت بسلاحي ومشيت بمسائلي وجيت لموريتان. من جيت لموريتان حكموني، مشاو بيه ودخلوه في الحبس وحبسوه، وعطيت أنا عام أنا في المحاين في الأسبالمو، ما نرقد لا الليل ولا النهار، ولا خالق حد ما نوصيه، ولا خالق حد ما نقول له شوف الطريقة اللي كانك تقد لا قاعد تشوفوا به. فترة التسعينات بدأت أصحو من التخدير الذي أعاني منه طيلة السنوات حمادة. المغرب نخشوه تماما نحن ساكنة المخيمات نتيجة للعوامل النفسية والحقد الدفين الذي زرع فينا منذ نشأتنا ونحن أطفال، حتى أنني أتذكر جيدا الدرس الأول الذي تلقيته من طرف أستاذي في مدرسة ابتدائية في مخيمات تندوف 1976، والذي كان يقف أمامي
بعد أن كتب على السبورة عبارة طائرات العدو المغربي تصب غنابلها كقطرات المطر. يعني بخلاصة أنني تعلمت أول كلمة باللغة العربية هي العدو المغربي. ومنذ بداية العمل مع البوليساريو جعلت لنا صورة المغرب، البلد المخيف، البلد الذي يقال عنه ويقال. 83, on m'a appelé. C'était la première interrogation que je reçois de la part de la sécurité de Polisario. Et on m'a envoyé dans un cachot. J'avais un petit transistor. J'écoutais de la musique, c'était les Beatles. Et on m'a accusé de faire la propagande de la culture occidentale par le biais d'un petit morceau de Beatles dans un petit poste radio à moitié usé. Car l'Occident, c'est l'ennemi juré des révolutionnaires. Et pour cela, j'ai passé une semaine en cachot. كان يقال لي أن المغرب بلد يعيش في مستوى من الفقر خارق للعادة، إلى درجة أنني حينما عدت من إسبانيا حاولت بقدر الإمكان أن أجلب ما يكفيني على طول الطريق من مأكل ومشرب في سيارتي. فحينما دخلت إلى المغرب تفاجأت حقيقة أنني لم أجد ما كان يقال لي، لا من تعاملات طيبة من الإخوة في الميدان، لا من تعاملات طيبة من الإخوة في الطريق، الشرطة والدرك الملكي كانوا أناسا مؤدبون بعكس ما كنت أتلقاه من الإخوة في الجزائر. لأن أول ما يقابلك في رجل الأمن الجزائري هو السب والشتم. Artiste peintre engagé, ses œuvres clairement orientées servent la propagande du Polisario. Elles ont été exposées dans de nombreux pays, attirant sympathie et soutien au Polisario. المكسب الوحيد الذي حرصت عليه بعد عودتي والذي أنا أعتز به تماما هو أنني أصبحت لدي هوية، أصبحت لدي أوراق ثبوتية بوجودي كإنسان. كنت أرسم المعاناة داخل المخيمات، وكانت هذه المعاناة تستقل من أجل إظهار أن الصحراويين يعانون وأنهم محتاجون وأنهم يجب على العالم أن يساعدهم من أجل جمع مساعدات. واليوم أصبحت أرسم تلك المعاناة ولكنني أوصلها إلى العالم مطالبا إياه بإنهاء هذه المعاناة. Son frère, Naj Malel, chanteur, artiste tout aussi engagé, a développé un long répertoire de chants, la gloire du Polisario. الأخ الناجم مطرب وموسيقار وملحن وكاتب وشاعر، يعني اكتملت فيه كل المواهب، أو حظاه الله بأن تكتمل فيه كل هذه المواهب. كان حقيقة الصوت القوي الذي أوصل حب البوليساريو وحب عقيدة البوليساريو إلى قلوب الشباب الصحراوي، لأنه الآن صح وقدنا ضد الفساد المنتشر داخل غياث البوليساريو، وقدنا للتغيير داخل البوليساريو. Son aspiration au changement lui aura valu violence et répression. Depuis les camps de Tindouf, il dénonce l'absence de liberté d'expression et les conditions de vie imposées par le Polisario. Toute opposition est sévèrement réprimée et menacée de déchéance du statut de réfugié. Un sort partagé par Mustapha Salma Oud Sidi Mouloud. Après 31 ans passés dans les camps de Tindouf, ce réfugié, haut cadre du Polisario, a connu les mauvais traitements dans les geôles en Algérie avant son expulsion du territoire algérien vers la Mauritanie le 30 novembre 2010. Son crime, avoir considéré le plan d'autonomie proposé par le Maroc comme une option possible de règlement du conflit. يجب أن نتخذ قرار شجاع وننخرط في الأفضل لنا وليس الأفضل لغيرنا. قعدنا كما نحن اليوم ننتظر أن العالم ينصفنا،
العالم لا ينصاف لنا هو أن نبقى كما نحن الآن مشتتين مفرقين. واليوم أنا نضالي ومعركتي هو أن الصحراويين يجتمعون. Les camps de Tindouf n'échappent pas au printemps arabe, aux volontés du changement et aux aspirations démocratiques. Très peu d'informations et d'images de contestation filtrent des camps. Ces images de manifestations font partie des rares que l'on peut trouver sur la toile. L'opposition est muselée et les manifestations disloquées à grand renfort. Finales del 87, el curso 87-88, y fui en un contingente de niños de 1.700. 1.700. 300 somos niñas y el resto son varones. ¿Y qué pasó? Yo me acuerdo cuando me dijeron que vas a Cuba, llegamos a las vacaciones y fuimos a las jaimas, fuimos a nuestras madres y vi a mi madre llorando, pero yo tenía emoción. Estaba muy ilusionada porque pensamos, ¿qué nos dijeron y qué te dijo tu madre? Como si fuera vamos de vacaciones y vamos a regresar. Nunca pensamos que aquellas vacaciones o aquellos sueños van a ser de aquellos muchos sueños que nosotros hemos soñado, van a ser sueños irrealizables porque vamos a estar yo estuve casi 17 años sin regresar. Con lo que es vinculación del trabajo con el estudio. Una ley que le llaman vinculación del trabajo con el estudio. Para que tú no tengas, para que Saadani y Fulano y Mengano y estos niños no tengan mucho tiempo libre de pensar en sus familias, deberían estudiar y trabajar. A partir de 1975, que les Espagnols sont partis, ils ont commencé à mener des enfants. Les premiers enfants sont allés en bateau. Éloignés de tout, on les mettait là dans des écoles. Ils devaient travailler le matin, étudier l'après-midi ou l'inverse, avec 3 ou 4 jours par semaine de l'entraînement militaire. Bon, vraiment, c'est inhumain ce qu'ils ont fait avec ces enfants. Vraiment un travail esclave, on les payait 5 pesos. 100 pesos équivaut en dollars 25 centimes. 25 centimes pour un mois. C'est affreux ce qu'ils ont fait avec ces jeunes. Ils les ont détruit leur vie à ces jeunes. T'imagines, arrachés à l'âge de 10 ou 12 ans, arrachés de ses parents et on passait 15 ans à Cuba. C'est inhumain, c'est une chose incroyable. Quand j'ai commencé à dénoncer ça, les gens me regardaient et me disaient, mais tu suis de ce que tu parles. Todo tenía que incluirlo Marruecos, que Marruecos es el odio, es el monstruo de las 7 leguas, que todas las cosas, que por qué nosotros estamos separados con nuestra familia, porque Marruecos, porque estamos en guerra, porque tenemos que prepararnos y tener futuro para que luchamos contra el monstruo, contra el invasor, contra Marruecos. Todas las cosas malas, Marruecos. Llorar porque el Polisario no solamente me privó del afecto de mi madre, del cariño, de los años, de mi infancia, sino también que me hizo odiar en un momento determinado de mi padre. Y también puso en mí un trauma que cada vez que veo mis amigas o personas con sus padres felices, abrazándolos, hablando con ellos, yo sufro, yo lloro. أول مرة في حياتي نعلم على أني عندي عائلة في البوليزاريو هي في 1982. أول لقاء نشوف فيها والدتي كان سنة 1998 شهر 10. كان الحقيقة لقاء تاريخي ما يقد حد يعبر عنه. ومن بعد حمد مولانا جمع مولانا شملي في 2003 واختي سعداني اللي كانت مهجرة شهر كوبا. في هذيك الفترة كانت الحقيقة عن إنسان عنده حد من عائلته في البوليزاريو كان الحقيقة تعدل عليه واحد النقطة ديال الاستفهام في هذاك الحقبة اللي الحقيقة كنا عايشين فيها.
Le conflit du Sahara est un véritable drame humain pour les familles qui vivent déchirées depuis des dizaines d'années. Afin d'alléger les souffrances des populations, le Haut Commissariat pour les réfugiés a lancé dans le cadre des mesures de confiance un programme humanitaire destiné à faciliter les visites familiales entre les familles vivant dans les camps de Tindouf en Algérie et les membres de familles restés dans les territoires. Les visites se font avec l'aval des Nations Unies au terme d'une procédure d'inscription. Depuis 2004, 48 000 personnes se sont inscrites à ces visites. Un peu moins de 17 000 seulement ont pu bénéficier des vols organisés par l'ONU et effectués sous escorte de la police de la MINURSO, la mission des Nations Unies pour un référendum au Sahara occidental. L'organisation de transport terrestre pour les visites familiales devrait venir renforcer le dispositif dès que les obstacles à son application seront levés. Moi, je vous rappelle que ma mère, elle était morte ici. Elle n'a pas eu l'opportunité de parler avec ses fils parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation de sortir de Tindouf. Qui est le responsable que nous, on ne peut pas voir nos familles? Et de quel droit on parle? نحن الصحراويين كنا عايشين في شتات، ما كاينة عائلة مجموعة، كل عائلة إما البو ما كاين إما الخوت ما كاينين. هذه هي المشكلة الرئيسية. ونحن أنا بصفتي كمواطنة مغربية هذا ألم دائما مرافقني في حياتي. نبغي حل نهائي وسريع لحل هذه المشكلة من أجل جمع شتات كل الأسر الصحراوية اللي متشردة. Nous sommes amputés d'une partie de notre chair. Je suis amputé d'une partie de moi. Mes frères, non, je ne les ai pas vus. Je les ai vus lorsque j'étais observateur dans les camps de Tindouf avec la MINURSO, dans l'opération d'identification des populations du Sahara. Donc je les ai vus. J'ai eu l'occasion aussi de voir quelques nièces que j'ai vues pendant quelques jours, mais que si je les rencontre maintenant dans les rues de Paris ou de Madrid, je ne les reconnaîtrai pas. Et il est de même pour mes frères qui ne connaissent pas mes enfants. Ça fait 20 ans que je n'ai pas vu mon frère. Bien sûr qu'il me manque. Ouais, il me manque d'ailleurs énormément. Mais que voulez-vous que je fasse? Je peux vous dire qu'il n'y a pas un seul Sahraoui qui n'est pas aujourd'hui, à cause de cette situation, séparé d'un, de deux, de trois, de quatre de sa famille. Et c'est même plus grave, je dis une tragédie humaine, parce que la séparation ne va pas seulement verser parmi nous qui sont ici dans les provinces ou à l'intérieur du pays et ceux qui sont à Tindouf. Ça, c'est encore ceux qui sont ici, ça va. Mais c'est ceux qui ont fui le Polisario vers la Mauritanie, vers le Mali, etc. Ils ont quitté leur famille. Ils tombent même parfois dans des situations peut-être qu'ils n'auraient pas souhaité, c'est-à-dire être récupérés par Al-Qaïda. Comme en atteste ce câble Wikileaks, le Polisario se livre à la contrebande, au trafic d'armes, de personnes et de drogue. Les autorités algériennes ont pu constater les activités terroristes du Polisario et les liens avec l'AQMI. عندنا فراغ رهيب يعني ما كاين فاش ما كاين شيء يشغله. حتى ممكن تكون عندك وظيفة إدارية والله عمل إداري تمشي إلى عنده وترجع، ولكن هذا لا توجد مثلا، لا يوجد شيء، لا توجد مكتبات، لا يوجد أماكن تنزه، لا يوجد، كاين غير الفراغ، الخيمة أو الفراغ. Je suis allé aux États-Unis et là, j'ai contacté l'ambassade du Maroc. Je lui ai dit voilà, c'est moi-même Omar Hadrami. النزول لأول مرة فوق أرض المغرب كانت لحظة صعبة. نزل في الطيارة كنلقى هذاك اللي ما كيحبني وكنحبه جيش بصري. Je n'ai pas hésité de mettre les pieds dans l'avion
et de rentrer au Maroc. بالليله الاولى داروا لقيت عنده ولاد الحرب بالخير وانا ادفيرسير دالجي. كانت معي زوجتي وابنائي وذا في الحقيقه الامر ساعدني نفسيا. Avant de venir, il y a eu beaucoup de tractations entre des émissaires de Sa Majesté et moi-même pour mon retour. العشيه قال الملك قول للجزائريين باللي راه عمر جا. قال له ما عرفتيش اش قال له؟ قال له اتونسيون هذاك اللي دونجورو هذاك راه جاي تمكر باش يخلط الوراق. انطلقت بقناعه وعدت بقناعه. L'objet de cette tractation, de m'expliquer que Sa Majesté Hassan II était vraiment décidé à une ouverture politique qui permettra au Polisario d'être un acteur politique au Maroc. كما تعلمون البوليزاريو يبيع فكرة الضحية أمام الأوروبيين، وهذه نجح فيها إلى حد ما. كيفاش يتقمص شخصية الضحية، الشعب الضعيف القليل أمام المغرب اللي دولة عظيمة وكبيرة وكذا وكذا. إذن هذه هي الطريقة اللي كان ينجح بها تقريبا في إيصال رسالته شيئا ما. El hecho de que en España el mensaje del Frente Polisario sea tan mayoritariamente aceptado por la población, yo creo que se debe a dos factores fundamentales. El primero es que nos han hecho creer que España tiene una deuda histórica para con la población del Sáhara. Segundo es la inmensa campaña propagandística que el Frente Polisario ha desarrollado durante 35 años en España. Una campaña excepcional desde el punto de vista de la propaganda, una campaña hecha con todos los medios, en todo momento, en toda ocasión, y llegando siempre, tratando de llegar siempre al sentimiento español, al sentimiento del ciudadano. El hecho de que tengan un campo de refugiados es un elemento que cala rápidamente en el sentimiento del español. Un campo de refugiados en mitad del Sáhara, en mitad de ningún sitio, es un hecho que cala muy rápidamente en el sentimiento. Beaucoup d'organisations que nous, on croit soutenir le projet du Polisario, en réalité, ils ne soutiennent pas le projet du Polisario. Ils soutiennent les gens qui sont à Tindouf. Et le Polisario fait un amalgame très subtil en disant tout ce qui vient à Tindouf, qui donne de l'aide humanitaire aux enfants, ils soutiennent le Polisario. Mais non. Ce sont des gens, ils font des opérations charitables au niveau de la population. Cette aide est généralement détournée par la direction du Polisario. Les gens du Polisario n'ont pas intérêt à la paix. Parce que, c'est quoi le Polisario? C'est un groupement très riche, parce qu'ils reçoivent, ils ne sont pas très nombreux. C'est des élites qui ont fait des études, qui reçoivent des aides internationales très importantes. Ils reçoivent beaucoup d'argent. Ils ont d'excellents postes diplomatiques à travers le monde. Demain, ils vont devenir banals. S'il y a la paix, ils vont perdre tout ça. Ils n'ont pas intérêt à la paix. Les Algériens n'ont pas intérêt à la paix parce qu'ils veulent laisser le dossier ouvert. On ne sait jamais ce qui peut se passer demain. C'est clair qu'ils n'ont aucune volonté de créer un État. C'est-à-dire ils ont sont une espèce d'entreprise, ils ont des grands financements, de l'argent, ils vivent très bien. Et évidemment, la création de l'État, c'est pas facile et c'est très problématique et il faut travailler beaucoup. Ils vivent très très bien, beaucoup mieux que la population du Sahara, beaucoup mieux que la population du Maroc. Pourquoi ils vont changer? Qui sont ces gens-là qui continuent à être à Tindouf? C'est les Algériens. Et dans le meilleur des cas, c'est des Azawadis, les Azawad, les Nord-Mauritaniens. Donc c'est des gens qui n'ont pas rien à voir avec le vrai Sahraoui. Le fait qu'ils portent le nom des Sahraouis, eh bien, tous les nomades sont des Sahraouis. Qu'il faut un recensement de cette population, parce qu'il faut séparer deux choses. Le Polisario en tant que mouvement, et deuxièmement, la population civile tenue en otage, elle doit être secourue. Ça c'est un. Deuxième chose qui est très importante.
Le Polisario n'est pas le représentant unique des Sahraouis. Il représente ce qu'il veut, mais il y a beaucoup de Sahraouis qui ne se reconnaissent pas dans le Polisario. Et la solution politique ne s'adresse pas au Polisario, elle s'adresse aux Sahraouis, c'est là que j'ai dit. The numbers are, of course, important because they reflect the relative importance and weight of the side. And I think there were people who talked in the early days of the refugee movement into Algeria. I think someone talked hundreds of thousands. There were very large figures quoted. And then for a long time, the Polisario have insisted that 150,000, 200,000, that sort of order of magnitude of people living in the camps. Morocco has always denied this, said there's nothing like that number of people living in the camps. The High Commission of Refugees normally has a mandate to conduct a census, of people in camps. It's not done so because Polisario has not been willing to have it. Cette question du recensement a été abordée en premier lieu à Rabat, et j'ai soulevé cette question à Tindouf et à Alger, où les autorités sur place m'ont dit que le HCR est satisfait des chiffres fournis par le pays hôte en ce qui concerne le nombre de réfugiés, ce qui permettent de définir le niveau d'aide humanitaire, et que aller plus loin que ça relève d'un aspect politique qui n'est pas justifié. Des décennies plus tard, le conflit du Sahara occidental, le plus vieux conflit du continent africain, reste à l'agenda onusien. We had to create a structure which would be acceptable to both sides. And what we came up with, which was acceptable to both sides, was that there would be one official representative of each side always present at each occasion. Then there would be one sheikh from each side, a sheikh of the particular tribal group at the time being identified. All right, from then we move on to the next very complicated issue, tribal groups. Now this is where, when I tried to explain to outsiders at the time what was going on, their eyes glazed over because it was all much too complicated, much too arcane. But then we moved on to the first big block, and that was that Morocco had insisted, before the process could even consider beginning, that the identification process should follow the latest recommendations of the Secretary General, the previous Secretary General, that was Pérez de Cuéllar. When I met with the Basri and when I met with Bashir, we'd always have a little rectangular table in front of us, or sometimes a fairly large rectangular table. And I would say, now, off this end is independence. Off that end is integration, pure and simple. And then I would go dramatically into like that, where we'll talk about what's on the table. It can come very close to integration, it can come very close to independence, but it excludes those two extremes. That we are now in a new situation. There is a new
group of people. There are new people actually living in Western Sahara. It's not just the same population that was there in 75 or in 91. It's a different population, and that can you exclude them from a legitimate say in the future of the territory? These are some very interesting and very big problems. And the latest proposal, which Morocco has now formally presented and has been well received by the international community, is for a degree of serious regional autonomy, which goes back to what I say we were trying to achieve all those years ago. And in the context of the new constitution, which has been enacted, in the context of the new moves towards genuine democracy and greater respect for human rights, in these contexts it begins to make a very convincing case. Plus de 20 ans plus tard, la MINURSO est mise à mal. Les populations qui ne voient pas d'évolution de la situation se posent la question de sa légitimité. Le secrétaire général des Nations Unies a envisagé de mettre fin au mandat de la MINURSO ou le dénaturer, voire de l'étendre à un monitoring des droits de l'homme. Aucune de ces options n'a été retenue. Les Nations Unies sont dans l'impasse. On ne sait pas quel est le rôle réel de cette MINURSO. Oh, simplement, c'est aussi de nous rappeler toujours qu'il y a un problème. Quand tu fais cette question à quelqu'un de la MINURSO, tu dis non, pour maintenir la paix. Mais on ne sait pas de quel pays il parle. Maintenir le statu quo, peut-être. Ça, c'est possible. Le Polisario, son emballage extérieur est assez attractif. Mais c'est l'emballage. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. C'est d'ailleurs, je vois que beaucoup de gens qui sympathisent avec le Polisario aujourd'hui ne voient que l'emballage extérieur. C'est des beaux slogans, mais quand vous faites partie de ce mouvement, et surtout des appareils de ce mouvement, vous vous rendez compte que tous les slogans brandis par ce mouvement sont creux. Le Polisario ne travaille pas pour l'intérêt des Sahara. Le Polisario a fait emprisonner plus de Sahraouis que l'Espagne. Le Polisario a tué plus de Sahraouis en 10 ans, plus que ce qu'en a tué l'Espagne en 100 ans. Le Polisario autochtone, le Polisario originaire des Sahara occidental, le Polisario auquel nous appartenions à l'époque, ces Polisarios-là n'existent plus. Ça, c'est clair et net. Pourquoi? Parce que la majorité écrasante de ces Polisarios a regagné la patrie. Les Polisarios en tant que marque politique, en tant que trademark, cela, il peut exister tout le temps. Parce qu'il était inhérent à l'existence même de l'Algérie en tant qu'État. Les dirigeants sur place du Polisario savent que le Polisario n'est plus un projet politique, ni fiable ni viable. La situation les arrange, ils en tirent quelques profits. L'Algérie l'a comme carte. Le Polisario a été piraté. On n'avait plus
d'autorité, c'était les Algériens qui téléguidaient le Polisario à travers Mohamed Abdelaziz. Nous, ils nous laissaient la marge de guerroyer contre le Maroc, de faire de l'activisme politique contre le Maroc, mais toutes les grandes décisions, c'était eux qui la prenaient. On a perdu complètement le volant de notre sort depuis cette époque-là. فكرة مثلا الاستقلال وبناء الدولة حتى هم لا يؤمنوا بها إلى حد ما، بل المهم هو الاستمرار في هذا المشروع. Avoir un État est une chimère au Sahara, parce que ce sera un croupion de l'Algérie. Puis je te dis une chose plus grave. Dans le pire des cas, imaginons un État au Sahara, dans les frontières de 75. Eh bien, les trois pays continueront à avoir des problèmes. L'Algérie aura des problèmes à Tindouf, la Mauritanie à Zourat et le Maroc à Goulini. Ce n'est pas une solution. Dans des régions qui ne sont même pas controversées, parce que ce sont des régions où il y a la même composante sociologique que celle du Sahara. وحنا عشنا في محيط كل شيء عنده العالم هو الجبل. حتى نقدر نحكي لك نكتة. عندي جداتي الله يرحمها كان عندها راديو تسمع فيه الإذاعة. كل ما تسمع في الأخبار الجمهورية كذا غير الجمهورية الصحراوية تقول غير اللي قام يسمي بلاده جمهورية. تحسب إنه كاينة غير جمهورية واحدة في العالم هي الجمهورية ديالهم. Moi j'ai connu le Maghreb, j'ai été arrêté en Libye. J'ai été arrêté 2 fois lorsque j'étais clandestin en Mauritanie. Ils me confondaient avec les Kadihines, des maoïstes à l'époque qui luttaient contre le Dada. Je suis arrêté 2 fois en Algérie, j'ai été arrêté et torturé au Maroc, mais j'ai connu le palais royal au Maroc, la présidence algérienne, le palais de Kadhafi, la présidence mauritanienne. Je connais le Maghreb, c'est le même pays, les mêmes ambitions. Ils perdent beaucoup de moyens et d'argent pour des efforts inutiles. الصحراويين وهذا ما يقد حد ينكروا من النهار اللي نشات الصحراء اللي تعرف الآن المغرب. الصحراء اللي نعرفه الآن المغرب. يقول لك الصحراويين اللي كانوا تحت النفوذ الإسباني عن الجزائر ما نعرفوها ولا قد شفناها سابق آخر الستينات في 67 والله 68 عاد يديروا مقار في تندوف. عندنا من هون نمشوا سابق ذاك ما قد تخلقنا معهم. نعرف عنها دولة حقيقة من الدول اللي يعتمد عليها ولكن احنا ما نعرفها. احنا الصحراويين ما نعرفها. موريتانيا دولة ضعيفة. اللي عندنا من شيء قد نعتمدوا عليه حقيقة عنا ونتحدوا معاه ويلا نتعاون معاه هو المغرب. خمسة 30 عام ما فيدك غرار محاصر بأفكار حكامك ينهار نظامك منفال حكامك الكبار الزمن مفتوح والسكن الخيام الزمن مفتوح والسكن الخيام 35 عام عايشها عذاب تتالي بالوعود ولا توجد الأسباب تركأ وعليات شيب والشباب ينتظروا حلول الكذب والأوهام ينتظروا حلول